Commencer à partager mon écran. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on va dire pendant que les gens continuent à nous joindre. Je vais partager mon écran vite fait. Bon, pendant 1 heure à peu près, on va rester un moment ensemble. Donc, laissez-moi partager mon écran. Donc, en principe, vous pouvez voir le titre. Donc, innovation agricole pour atteindre les objectifs de développement durable. On est très content de vous voir parmi nous. Un petit rappel, une annonce générale avant de commencer. Nous aimerions, s'il vous plaît, que vous désactiviez vos vidéos, votre microphone, à moins que vous soyez un intervenant, parce qu'on est en train d'enregistrer le webinaire. Il y a tous les messages directs. Tout est enregistré. Tout ce que vous dites, tout ce que vous partagez est enregistré. On va interagir énormément par le biais du chat pendant à peu près 90 minutes. Donc, communiquer à travers le chat. Et je peux voir qu'il y a des gens qui sont déjà en train d'envoyer des messages. On va utiliser le chat beaucoup. Donc, il y a le service d'interprétation de l'anglais vers l'espagnol et de l'anglais vers le français. Que vous allez voir un petit globe au milieu, en bas de l'écran, où vous pouvez choisir le canal de la langue que vous préférez. Voilà, quelques questions générales. Laissez-moi vous présenter très brièvement un peu l'organisation. Donc, vous pouvez envoyer un message bref sur le chat. Si vous pouviez simplement partager votre prénom, de quelle organisation vous venez et pourquoi l'innovation est importante pour vous. Je vais présenter certains points. Le temps que je présente ces points-là, vous pouvez partager ces informations dans le chat. Pourquoi l'innovation est importante pour vous? Vite fait pour savoir pourquoi on est là. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens ou non, pas encore. Donc, si vous voulez bien commencer à publier des messages. Alors, donc, l'innovation, le sujet, l'innovation agricole pour atteindre les ODD. Vous pouvez utiliser le hashtag aussi. On est dans l'année, en fait, de célébration. C'est l'anniversaire du Centre international de la pomme de terre. Donc, voilà les hashtags que vous pouvez utiliser qui sont sur l'écran. Et dites-nous qui vous êtes, pourquoi l'innovation est importante pour vous. Nous n'avons pas besoin d'avoir votre courriel. Dites-nous pourquoi l'innovation est importante pour vous. Tout simplement, pourquoi vous êtes là. Donc, on va continuer. Je vais essayer d'être très bref. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire pendant les prochaines 90 minutes? Nous essayons de rassembler un panel très, très fort d'individus de tous les pays pour vous montrer pourquoi l'innovation volontaire inclusive est vraiment importante pour la réussite de la recherche agricole, pour l'adoption de ces résultats. C'est ce qu'on essaye de faire. Et on va se centraliser uniquement sur l'innovation agricole. Aussi, on veut vous montrer, en fait, cette innovation-là peut être différente, mais on a besoin d'investissement en tant que transition de du GCRI à One CGRI. Alors, où est-ce que l'innovation trouve sa place dans cette transition? Et comme un de nos intervenants va le dire tout à l'heure, on va vous expliquer cette révolution agricole, non, dans le domaine de l'innovation. On a 90 minutes. Nous espérons que vous allez vraiment profiter de ce webinaire. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va préparer la scène, on va dire. On va voir des présentations, on va en discuter par la suite, on va vous aider à interagir et puis on aura 5 cas, 5 histoires, petits dialogues où vous allez entendre les leçons apprises suite au fait d'avoir mis en œuvre en fait ces innovations-là. On a des diapositives très intéressantes à partager avec vous. Puis, on a le représentant de la Banque africaine de développement. On aura une discussion finale où on va aborder tout ce qu'on aura appris. On a aussi le directeur général du CIP. Donc, voilà ce qu'on va faire pendant les prochaines 90 minutes. On compte sur vous pour vraiment participer à ce webinaire d'une façon active. On aura ce dialogue-là. Je vais partager des diapositives. En réalité, la dynamique est celle d'un dialogue. On veut que vous soyez actifs. Vous allez écouter, vous allez participer par le biais du chat.
Donc, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez sûrement avoir des idées très intéressantes qu'on voudrait vous faire partager, en fait, par le biais du chat, encore une fois, ce que vous voulez faire. Et les intervenants vont se joindre à vous, vont participer aussi, utiliser donc ce moyen de discussion pendant les prochaines 90 minutes autour de la révolution de l'innovation. Voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va commencer donc avec notre session initiale. Je ne sais pas combien de temps sont connectés là. Il y avait 500 personnes qui s'étaient enregistrées à peu près, de plus de 160 organisations autour du monde. J'espère que tous vont pouvoir se joindre à nous. Je vois qu'on a à peu près 200 personnes connectées. Donc voilà, on va commencer avec le segment. On va introduire quelques éléments clés du débat d'aujourd'hui. Donc, Monsieur Marco Ferroni va se joindre à nous. Alors, normalement, sur l'écran, vous pouvez voir nos intervenants. Donc, ils vont préparer la scène pour le dialogue initial. Je ne suis pas sûre quel est le mot le plus approprié pour décrire ces gens-là. On va commencer donc avec Monsieur Marco Ferroni, c'est le directeur du conseil du GCIAR. Marco, tu peux nous parler un peu sur toi? Qu'est-ce que ça veut dire que cette innovation? Pourquoi on est là? Marco. Merci beaucoup, Peter. Vous pouvez m'entendre? J'aime beaucoup ce concept de révolution d'innovation autour de l'agriculture. Je suis directeur, en fait, je suis le chef du conseil. J'ai aidé à surveiller la conception, les négociations et la mise en œuvre du GCIAR. Ça fait 10 ans que je suis le directeur exécutif. C'est un incubateur, en fait, pour les solutions durables sur tous les marchés dans les pays en développement. Alors, on reconnaît l'innovation quand on la voit, d'habitude, mais ça ne veut pas dire qu'on la comprend forcément ou comment des schémas alternatifs d'innovation peuvent aboutir au même résultat. Donc, il est important de se poser une question. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Comment elle arrive? Comment elle est générée? Et comment les organisations comme les nôtres peuvent avoir un impact plus important pour les innovations à venir? Quand je pose la question autour du CGR sur ce que c'est que l'innovation, on me répond, je reçois d'habitude 2-3 réponses. D'abord, l'innovation, c'est des efforts vers le développement de nouveaux sujets. L'innovation aborde les effets ou les efforts pour avoir un impact sur le sol et améliorer les moyens de subsistance des gens. Tous les deux sont importantes et ne peuvent pas marcher de façon isolée. Et j'espère que ce que vous avez en tête quand vous abordez ce genre de dialogue, l'innovation pour avoir un impact sur le terrain qui devient par la suite l'innovation elle-même. Et puis, il faut vraiment on utilise l'innovation dans deux sens, le processus et l'innovation en elle-même. Je suis sûre que les prochains intervenants vont vouloir aborder ce sujet-là. Merci beaucoup, Marco. Donc, le processus lui-même, la mise à l'échelle de ce processus. Riley, tu es un professeur de recherche dans ton université. Tu peux nous parler un peu de toi? Je crois que tu abordes les programmes de reproduction, non? Tu étais le directeur aussi de l'organisation pour l'amélioration des cultures. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci, Peter. Tout d'abord, merci à vous tous de m'avoir invité à participer à ce webinaire. C'était une idée au début, mais maintenant c'est devenu une réalité. Oui, je suis professeur. En effet, je suis leader dans la Gender Responsive Research Program. Et aussi, je travaille dans les programmes d'amélioration des cultures. Alors,
on travaille pour atteindre les objectifs de développement durable. Je pense que c'est le cœur de mon travail. Je travaille autour des sujets de genre, des questions de genre. On peut penser que ces deux domaines sont irréconciliables, mais en fait, non, c'est très important pour atteindre nos objectifs de supprimer la famine et d'atteindre les ODD dans l'innovation. Et ça, c'est important pour développer de nouvelles idées équitables. Et ça, c'est l'approche que je voudrais, on va pouvoir partager. Peter? Tu es chercheuse et tu travailles autour des sujets de genre aussi, tu as dit? Très bien. Donc, mon troisième intervenant, Hugo Campos. Hugo Campos est le directeur de recherche au Centre international de la pomme de terre. Hugo, dis-nous un peu, parle-nous un peu de ton travail et comment tu conçois l'innovation, parce que tu es le directeur de la recherche. Donc, parle-nous de l'innovation. Je me rends compte là que tu diriges aussi, tu pilotes un projet assez spécial, assez particulier, non? Alors, parle-nous de l'innovation, Hugo, s'il te plaît. Oui, Peter. Merci beaucoup pour cette opportunité. Bonjour tout le monde. J'aime beaucoup la façon dont Hailey et Marcos ont parlé parce que je appartiens à un pays très petit en Amérique latine. J'ai travaillé dans un pays très petit en Amérique latine. J'ai essayé de développer une carrière autour de l'innovation. La première chose dont je voudrais parler, c'est que l'innovation est importante, pardon. Il y a énormément d'innovations réussies, mais qui ont besoin d'avoir vraiment un composant très important de recherche et développement. Cependant, le principal facteur est d'une innovation réussie, c'est un modèle économique bien conçu. Un modèle économique très bien conçu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de savoir comment créer de la valeur. Plus important encore, comment faire que ces valeurs soient fournies en fait aux usagers. Et les organisations très grandes parfois ne sont pas au courant de ça. Mais les organisations de recherche et développement doivent travailler ensemble. Donc, l'innovation et la recherche et le développement sont importants. Actuellement, nous sommes dans une période de transition vers le One. Je suis convaincue que c'est un moment clé pour nous, charnière. Trouver les éléments qui sont pertinents pour aboutir à cette transition, à ces changements. En outre, l'innovation, pour avoir une bonne innovation, il faut avoir en fait une mentalité d'échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut encourager et permettre l'échec. Notamment, pourquoi? Parce que tant qu'on échoue, mais dans des étapes très, très tôt, en fait, dans le processus, ça peut être quelque chose de positif. Parce qu'on ne veut pas attendre 4, 5, 6 années avant d'échouer. Un exemple de ceci, c'est que actuellement, quand vous voyez qu'il y a un exemple d'échec, c'est un échec intelligent, entre guillemets. On peut échouer et on peut tout de suite trouver une solution et avoir un modèle réussi par la suite. Merci, ton intervention a duré un peu plus que ce que j'avais prévu. Alors, c'est un modèle qui n'est pas basé sur le profit, mais sur la valeur, en fait. Et ça, c'est un point important. Marco, tu peux introduire un peu plus ce que tu veux dire par innovation? Non, cette combinaison d'éléments, qu'est-ce que ça veut dire pour les CGIR? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Oui, on doit commencer par savoir que les CGIR, c'est une organisation de recherche et dont l'objectif, c'est la création de connaissances et non changer le monde. Mais aussi, nous sommes une organisation basée sur la valeur qui cherche à avoir un impact sur le terrain. Et je crois que on cherche un changement bénéfique, signifiant
par le biais de l'amélioration de la technologie agricole qui puisse être mise à l'échelle, qui puisse avoir des impacts plus importants et améliorer aussi le sujet, la question de l'égalité de sexe. Donc, l'innovation, par définition, est une combinaison aussi, comme tu l'as dit, Peter. Il faut ensemble travailler autour des écosystèmes d'innovation pour trouver les solutions dont on a besoin pour améliorer les produits, les sentiments, en fait, les services aux usagers, les méthodes, les solutions, améliorer leur qualité de vie. Ce n'est pas facile, mais on peut apprendre des expériences passées et on peut aussi se nourrir des expériences qu'on va écouter, qu'on va partager aujourd'hui tout au long de ce webinaire. Mais j'aimerais faire la suggestion suivante. Quand l'action du CGIAR a eu un effet positif dans le passé, c'est parce on était allé au-delà de la recherche. On avait utilisé parfois des combinaisons préméditées de contributions de la part des différents partenaires qui ont réussi dans l'amélioration des vies, mais ensemble. Alors, il faut aller au-delà de la recherche et le développement, au-delà de l'innovation. Et j'aimerais illustrer cet exemple avec le cas de l'amélioration de la semence en tant qu'une stratégie, en fait, cette ambition de pouvoir modifier ces processus de semence. Alors, je voudrais me concentrer sur juste la semence. Améliorer la semence, et vraiment, ça veut dire améliorer la qualité de vie pour les agriculteurs, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la génétique. Et ça représente vraiment une amélioration potentielle. Et comment fournir cette semence améliorée aux petits exploitants? Il faut travailler avec les marchés, il faut inclure des caractéristiques d'égalité des genres, notamment en Afrique. Pour changer cette situation actuelle, pour être sûr de pouvoir atteindre les ODD, il faut vraiment se préparer sur les caractéristiques appropriées. Il faut aussi faire un appel, en fait, à la participation pour l'amélioration de la semence. Il faut comprendre les marchés ciblés et leurs besoins. Il faut avoir une capacité technique et commerciale pour améliorer, pouvoir octroyer plus de crédits, aussi avoir une définition adéquate, une mise en place adéquate des programmes de la CGIAR de reproduction. Parce que le paysage mondial change très rapidement. Alors, donc, il faut pouvoir fournir la semence d'une façon adéquate. On parle là de la patate douce, la chair orange aussi. Il faut travailler autour des géographies aussi concernées. On a besoin de quoi pour y arriver? Il faut un rassemblement systématique des éléments pour des cultures, des marchés spécifiques. Comment le faire? Il faut examiner en fait un processus de ce genre. C'est quelque chose, c'est un objectif qu'on peut atteindre, mais le faire n'a rien à voir avec la recherche en fait. Il s'agit de combiner la gestion à grande échelle, utiliser travailler sur des réseaux de négociation. La mise en place est très importante. Et puis, une fois qu'on a atteint un marché pour pouvoir mener tout ça, il faut travailler avec les agriculteurs, les femmes, les jeunes. Il faut que toutes ces populations-là adoptent ces mesures. Là, on aura atteint un impact qui peut être mis à l'échelle, intensifié, reproduit. On va pouvoir transformer le système actuel. Et je m'arrête là, Peter. Merci, Marco. Tu nous as donné des perceptions, des points de vue assez intéressants. Alors, l'innovation. Ces systèmes d'innovation ne sont pas toujours les mêmes. Alors, il y a des groupes qui ne sont pas représentés.
Et là, qu'est-ce qu'on devrait faire là-dessus? Hugo, c'est ton domaine. Oh, Hugo, sorry. Moi, je vais continuer, OK? Euh, Cornel, je voudrais juste reculer un peu et parler des ODD. Le système de transformation que nous cherchons vraiment affecte énormément de objectifs. La durabilité, c'est un des objectifs, évidemment, mais il est important d'atteindre tous les objectifs, pas que un, pour et travailler autour d'un processus qui puisse nous amener à ça. Donc, comment profiter les ressources naturelles, le pétrole, etc. C'est clé, c'est un élément clé. L'agriculture, c'est un espace de marginalisation malheureusement généralisé. Les femmes n'ont pas accès aux ressources, au crédit, à l'éducation, au marché de technologie, mais il est important de garantir leur sécurité alimentaire. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'innovation agricole? La réponse, c'est des mannequins en fait de choc, ces populations-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici un fait qui fait peur. Jusqu'à 2008, il y a eu une étude où on a vu qu'énormément de femmes, un grand pourcentage des femmes étaient plus susceptibles à souffrir, à souffrir en fait les conséquences de tout ça que les hommes. Donc, ce mannequin de choc, en fait, a été utilisé comme modèle de simulation dans plusieurs programmes. Nous ne savons pas suffisamment sur ce qui se passe dans les simulations de ce genre. Ah, quelqu'un a parlé d'échec tout à l'heure, et je crois que ça, c'est un exemple qui fait mal, en fait. Cette innovation qui n'est pas réussie peut avoir des conséquences terribles. L'innovation est une conception basée sur les sexuée plutôt. Quand je pense à l'innovation avec une approche d'égalité de genre, de sexe, je me dis qu'il s'agit de pouvoir, il s'agit d'action, il s'agit de représentation, il s'agit de porter les voix. Il y a un document qui explique très bien de ce dont je parle. On parle de l'accès à ces processus d'innovation, à la possibilité de replier ces processus. Il y a un composant très important, c'est le pouvoir et l'action dans les systèmes d'innovation agricole. Comment les femmes sont des groupes marginalisés en tant qu'agricultrices, consommatrices, représentantes dans l'innovation agricole. Je crois que mes présences ici pour vous présenter cette approche d'une inclusion basée sur les genres, je pense que ça peut être inclus dans tous les aspects de l'innovation. Donc, on est sur le bon chemin. Mais je voudrais fermer un peu ce débat avec trois remarques. D'abord, nous devons combattre ces présumés collectifs sur cette approche des genres et savoir comment on peut soutenir les décisions autour de l'innovation agricole, mais prenant en compte ces points-là. Non, il ne faut pas avoir peur à l'échec. Et puis, deuxièmement, comment l'innovation opère sur ces questions de genre? Il y a une valeur qui peut être ajoutée au modèle commercial. Est-ce que ça a du sens de parler de modèle commercial quand on parle d'égalité de genre ou c'est quelque chose de nuisible en fait, vu qu'il n'y a pas, ça n'a pas été démontré vraiment qu'il y a une valeur ajoutée. Alors, on doit examiner la dynamique du pouvoir dans ce processus d'innovation pour améliorer la qualité de vie des femmes. Alors, ces objectifs-là peuvent seulement s'atteindre avec des processus solides, fermes. Merci, Peter. Merci, Harley. J'espère qu'on pourra approfondir sur ce sujet-là tout à l'heure. Alors, Hugo, il y avait un livre que tu as publié, non, sur changer les mentalités, Hugo. Parlez-en-nous. Qu'est-ce que ça veut dire que de changer les mentalités? Les mentalités. Oui. Alors, dans la science, quand on parle de technologie, en fait, dans l'innovation, on doit travailler avec la technologie.
faut penser aux bénéficiaires, aux besoins des bénéficiaires. Et par la suite, retourner à la technologie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ce focus ou cette attention spéciale sur les bénéficiaires? Parce que dans plusieurs cas, l'innovation va échouer, non? Même si elle est disponible, si on a les gens appropriés, formés. Pourquoi? Parce que lors de l'adoption des résultats, dans plusieurs cas, il y a des aspects émotionnels ou sociaux, en fait. Par exemple, la ligne de travail, le domaine de travail. Il y a des cas prouvés où on voit des variétés plutôt qui sont plus résilientes au climat. Mais parfois, ces variétés-là ne trouvent pas d'acheteurs, en fait. Donc, il est très important d'assurer, de garantir l'adoption de ces innovations. Un autre exemple. Par exemple, en Inde, il y a eu une variante qui était vraiment pas chère du tout. Et malgré cela, sur le marché, c'était un échec. Pourquoi? Si on y pense, en fait, les gens n'ont pas forcément envie d'acheter un produit qui est vraiment pas cher du tout, ou trop bon marché. Il faut changer les mentalités. Donc, il faut d'abord changer la mentalité des bénéficiaires et puis retourner à la technologie. Et comme je l'ai dit, un autre aspect qu'on doit prendre en compte, c'est l'ouverture vis-à-vis de l'échec. Mais d'une façon que cet échec-là alimente notre travail. Merci. Merci, Marco et Hali. Alors, on est en train de prendre plus de temps que ce qui était prévu. Alors, continuez à publier sur le chat. Merci beaucoup. On a tout un dialogue là qui a lieu. On voit des questions très intéressantes. Si vous avez des questions, écrivez-les. Alors, je continue. Ça fait quelques minutes que vous nous entendez. Je voudrais avoir écouté vos retours, vos opinions, vos avis. Je voudrais que vous preniez 30 secondes pour penser à votre réponse et l'écrire sur le chat. Ne l'envoyez pas jusqu'à ce que je vous ai demandé de l'envoyer. Alors, la question est sur le chat. Là, normalement, vous la voyez. Quelle valeur cette innovation apporte en fait à votre travail? Juste tapez votre réponse, mais ne l'envoyez pas encore. Okay. Alors, dans 10-15 secondes, j'aimerais que vous commenciez à publier vos réponses à cette réponse. Quelle valeur cette innovation représente pour votre travail? Allez-y, vous pouvez déjà envoyer vos réponses. On voit qu'il y a énormément de messages et tous ces messages sont lus par tous les participants, les intervenants aussi. Alors, là, je vais céder la parole à Hailey et à Marco qui vont nous présenter le prochain segment. Marco, Hailey, est-ce que vous voyez quelque chose sur les chats qui attire votre attention tout particulièrement ou qui vous surprennent? Bon, c'est difficile de lire 200 messages en même temps, mais est-ce que vous avez aperçu quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement? Oui, je vois le mot impact assez souvent, ce que je trouve extraordinaire. Marco? Oui, moi, je vois particulièrement la question sur qu'est-ce que les... Ah, oui, qu'est-ce que les GCRA
RAI fait pour créer de l'innovation et comment les GCRAI fait que cela soit des changements ou des innovations systématiques, en fait. Heidi, peut-être qu'on a besoin d'en parler avec les autres intervenants. Hein. Merci de partager vos avis. Continuez, on va essayer de tout lire et répondre à tout aussi. Alors, nous avons 6 intervenants merveilleux. Donc, pour les 5 premiers, on va poser des questions. Tous les intervenants auront 5 minutes pour répondre aussi à des questions. On va commencer ça tout de suite. Bon, d'abord, je vais vous présenter Brian Govert. Bonjour, merci d'être là avec nous. Tu vas parler de mass growth. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous expliquer un peu l'approche commerciale de Magros pour garantir que l'innovation est pertinente et qu'elle est disponible pour tous? Tout particulièrement, quel serait l'impact potentiel de la mise en place des connaissances, en fait, du cadre AKM 41 autour duquel vous travaillez? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être là, comme toujours. C'est une opportunité de pouvoir montrer notre travail d'innovation. Marco, merci d'être notre gourou, en quelque sorte. Et Hugo, heureusement, il éclaircit les choses, non? Parfois, quand les sujets d'innovation ne sont pas très clairs. Massagro est au cœur du débat. On a un réseau de collaboration. Nous avons plus de 130 partenaires dans les secteurs privés et publics qui travaillent ensemble. Et il y a une structure entre nous. On n'en a pas parlé, mais on a parlé sur comment mettre en œuvre cette structure pour atteindre les innovations, pour catalyser justement les connaissances, les développements, les savoirs traditionnels aussi, c'est important. Il faut les prendre en compte. Il faut savoir que ce qu'on fait dans l'innovation agricole, dans la valeur, tout ça est inclus dans notre processus. Et ces connaissances-là sont utilisées pour l'innovation agricole avec ces partenaires-là et qui est basée sur des choses assez simples. On apprend par l'action, on accepte l'échec. Pour pouvoir commencer autour de l'innovation, nous devons écouter. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, de faire d'une meilleure façon ce que vous faites déjà assez bien. Et il faut être des leaders avec l'exemple, en fait. Alors, dans ce système d'intervention, on a commencé avec des recherches de base et puis on va communiquer, contacter les agriculteurs. Et puis, on a des appels. Les agriculteurs, ils peuvent participer, ils peuvent être formés aussi, peuvent acquérir des connaissances additionnelles pour atteindre l'innovation. Merci beaucoup. Comment est-ce que tous ces acteurs-là dont tu parles sont caractérisés qui sont caractérisés dans ta diapositive? Quelle est l'action collective, la dimension d'action collective qui rassemble tous ces acteurs-là de telle sorte qu'ils travaillent vers le même objectif? Oui, très bonne question. Je pense que tous les systèmes travaillent seulement si d'abord on a un dialogue autour du panorama du futur, en fait. Il faut travailler autour d'une planification stratégique. On fait des exercices de planification où tous les acteurs participent et puis on travaille autour d'une question très simple. Et non, où on en est aujourd'hui? Et les réponses sont différentes. Là, on peut voir qu'on reçoit des réponses assez différentes. Et on travaille sur l'aspect sur comment le futur devrait être. C'est très difficile de prévoir le futur, évidemment. On travaille autour d'un futur idéal, on va dire. Et puis, on travaille aussi sur la reddition des comptes.
Et je crois que nous, en tant que chercheurs scientifiques, on est des promoteurs. On promeut des idées, on encourage des idées, on encourage la recherche. Donc, tout ça nous pousse, nous encourage à travailler vers un même objectif. Et on travaille aussi autour de la transparence dans la génération des données, utiliser ces données pour acquérir des informations, pour la prise de décision aussi. Et puis, pour pouvoir prendre ces décisions-là et les mettre en œuvre, le sujet, on aborde aussi des questions de genre, des inégalités sociales. On travaille avec les informations disponibles. On travaille avec, on va aborder peut-être des approches, on va adopter des approches agricoles, des approches différentes. Je crois que c'est un séminaire extraordinaire. Il n'y a pas photo, en fait. Là, on nous a offert un cadeau, le cadeau de la responsabilité. Non, parce qu'on va être jugé par les générations à venir. Les décisions qu'on va prendre aujourd'hui vont créer les opportunités pour les générations à venir et on en sera responsable. Donc, on doit penser au futur. Merci beaucoup, Brent. Très riche ta présentation. Bien sûr, ça exige un leadership, énormément de communication entre les différents acteurs pour générer, pour diffuser aussi l'innovation, notamment autour des sujets dont tu as parlé. Grant, nous allons avoir d'autres séminaires de ce genre parce que l'objectif, c'est d'intégrer l'innovation et réfléchir à l'innovation, comprendre l'innovation, pratiquer l'innovation au sein de nos organisations. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je suis désolée, mais tu as fini. Ça ne fait rien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta contribution, Graham. Graham, bienvenue à ce dialogue. Alors, tu es le producteur des œufs d'or, on va dire. Tu es le directeur du programme de racines, tubercules et bananes. Parlez-nous de l'innovation et surtout, comment est-ce que vous pensez à l'innovation, à la recherche? Comment ces deux éléments-là interagissent? Parce qu'évidemment, tu veux promouvoir un impact. Comment cette recherche interagit en fait tout au long du temps, non? Alors, nous voulons que l'innovation soit au cœur de ces programmes et on l'a fait de plusieurs fois. Principalement parce que les innovations technologiques ne peuvent pas mises à l'échelle de façon isolée. Cela doit être déjà compris en fait dans un processus. On a développé une nouvelle approche pour mettre en place cette mise à l'échelle. Ça s'appelle Scaling Readiness, c'est le nom du programme, vous le voyez là. Et le cœur de cela, c'est qu'il faut voir le paquet d'innovation. Il faut considérer quels sont les éléments plus importants. Il faut que tous ces éléments-là, de ce paquet d'innovation, soient pris en charge, soient pris en compte. Quels seraient les éléments complémentaires pour compléter ce paquet? Quels sont les facteurs limitants aussi peut-être de ce paquet d'innovation? Donc, quelque chose que je devrais dire aussi, c'est les fonds pour cette mise à l'échelle. Ces fonds-là vont promouvoir, vont incuber en quelque sorte les paquets d'innovation. On a identifié plusieurs packs d'innovation et normalement, on devrait avoir les financements pour pouvoir le mettre à l'échelle, à grande échelle en fait. Les projets qui sont financés comme ça peuvent faire partie de ces programmes Scaling Readiness. Alors, on combine la mise à l'échelle des projets grâce au fait qu'on apprend en fait des autres projets. Oui, scaling aurait besoin la mise à l'échelle aurait besoin de beaucoup d'autres séminaires. Merci beaucoup. Bonjour Graham.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un paquet d'innovations que vous avez mis à l'échelle, que ce soit des réussites ou des échecs? Quel était l'impact pour la vie des femmes, par exemple? Oui, bien sûr. J'aimerais parler du cas de la patate douce à la chair orange. C'était un des cas de réussite, en fait, de ce paquet d'innovation. Plusieurs millions de foyers en Afrique en bénéficient. Alors, on a eu besoin de développer un paquet pour ces innovations-là. On avait une variété, en fait, de la patate douce qui pouvait être diffusée à grande échelle, donc de la patate douce à la chair orange, pour améliorer la nutrition des femmes, des bébés, des enfants en Afrique. Les gens, ils connaissaient pas grand-chose sur cette innovation, sur cette variété, donc on a dû mettre en place une autre innovation pour que leur comportement, le comportement de ces populations-là change. Donc, on a travaillé avec la communauté sanitaire aussi. C'est quelque chose qui peut être atteint, qui peut se faire, mais non d'une façon isolée. Nous devons travailler à un niveau plus général. Donc, il faut mener des campagnes, des promotions, mais au-delà de ça, récemment, on a eu aussi un autre paquet d'innovations. La graine, en fait, de la patate douce est périssable, est très périssable. Donc, on travaille autour d'une autre innovation et ça s'appelle le triple S parce qu'on utilise le sable pour stocker les graines pendant la saison où les plantes vont croître, vont pousser. Alors, la mise à l'échelle signifie qu'on veut regarder aussi quelques concepts, on doit revoir quelques concepts. L'impact, par exemple, la question du genre doit être considérée de différentes façons. Dans la conception, éventuellement, dans la mise à l'échelle, parce que plusieurs femmes reçoivent des informations par des différents canaux. Elles peuvent avoir plus d'accès aux services de vulgarisation agricole. Comment est-ce que contribue à la vie de ces femmes-là? Mais au-delà de ça, il peut y avoir des conséquences non attendues, en fait. On a amélioré la patate douce et peut-être que les marchés vont être plus enclins à vendre cette variété sur les marchés. Et cela aura un impact dans les foyers. Alors, il faut travailler, il faut prendre en compte ces éléments-là dans la conception de l'innovation pour vraiment aboutir à des changements. Merci beaucoup, Graham. Tu as respecté le temps et tu as donné un très bon exemple. Nous mettons l'accent sur l'importance de l'approche de genre. Ça, c'est très important. On veut y réfléchir aujourd'hui. Alors, Lauren, c'est une bonne transition. Lauren, tu es la directrice pays pour le PAM au Kenya, n'est-ce pas? Nous sommes très contents de t'avoir. Tu es vraiment sur le terrain. Est-ce que tu pourrais nous dire davantage sur sur la patate douce à chair orange? Pourquoi est-ce qu'elle est importante pour les programmes et pourquoi c'est important pour les bénéficiaires, notamment les femmes? Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre. Merci, soyez les bienvenus. Je suis vraiment très contente de faire partie de ce programme aujourd'hui. Je suis une grande fan de la patate douce à la chair orange et de voir ce qu'elle fait au Kenya. Au Kenya, nous avons une proportion, un pourcentage énorme, 75% peut-être des petits exploitants et un pourcentage de ces exploitants-là sont des femmes. Nous avons 26% de la population qui est à un retard de croissance. Nous avons un pourcentage élevé aussi de carence de fer aussi. Donc, une carence en fer et en vitamine A aussi parmi les enfants. Ce qu'on a vu lors de notre travail avec à peu près 1500 petits foyers, ce qu'on appelle le ASALS, c'est les parties arides et semi-arides du Kenya. Donc, il y a très peu de pluie, ce sont des populations très vulnérables. Et nous, on s'est centré sur la sécurité alimentaire, la malnutrition parmi ces populations vulnérables, notamment en ce qui concerne les femmes.
Donc, nous voyons les résultats, en fait, de cet exemple d'innovation. Donc, on a eu plus de production de boutures, en fait, dans une grande proportion de cette population-là, dans des zones de production, des zones vulnérables du Kenya. On a vu des résultats extraordinaires parce que il y a une adaptation très importante, un taux d'adaptation très élevé par rapport à cette patate douce, pour toutes les raisons correctes dont je vais parler tout à l'heure. C'est une histoire fantastique, extraordinaire. Merci beaucoup pour ton engagement et ta passion pour cette cause. Parlons un peu plus sur la mise à l'échelle. Je crois, quels seraient les facteurs clés, à ton avis, qui doivent être surmontés ou obstacles pour la mise à grande échelle, en fait, en fonction du nombre de bénéficiaires? Il y a quelques peurs aussi, peut-être quelques craintes, non, par rapport à ça. Quels sont les éléments dont tu as besoin pour la mise à l'échelle? Oui, nous avons déjà trouvé que c'est une innovation parfaite pour des zones qui ont peu de pluie ou rien du tout, en fait. Nous produisons 3 cultures par an, les femmes par an. Et donc, c'est la combinaison des nutriments et de l'amélioration, en fait, des moyens de subsistance. Des revenus plus importants, c'est ça qui va vraiment encourager l'adoption. Et les enfants aussi, on en a parlé, les enfants adorent à quel point la patate douce est sucrée. Donc, l'amélioration de la nutrition et la promotion de la part des centres de santé, centres sanitaires aussi va aider à l'adoption de la patate douce à chair orange. Mais ce qui nous aiderait le plus, ce qu'on n'a pas encore, c'est vraiment avoir un processus de transformation amélioré, de telle sorte que les agriculteurs puissent vraiment produire davantage. Ils peuvent produire 3 cultures par an. Vous voyez sur l'écran, c'est des grosses patates douces, très utiles, et les enfants adorent ça. Et cela peut être utilisé non seulement dans les marchés, mais aussi, le souci, c'est que si on n'a pas des endroits de stockage appropriés, on ne peut pas faire de la farine, par exemple. Et on va se rendre compte, le cas échéant, qu'on ne peut pas garder les patates douces et ça va devenir trop cher pour les petits exploitants. Donc, le processus de transformation de la patate douce sera le prochain pas. Exactement, donc l'opportunité est là. Les connaissances sont là. Donc, cela peut être promu par le biais, par exemple, de ce dont tu as parlé. Il s'agit de faire grandir le marché et l'infrastructure aussi. Il faut vraiment un développement de la chaîne de valeur. Tu as parlé des endroits de stockage et cela n'apparaît pas comme ça du néant. Non, il faut fournir tout ça. Et nous sommes là, justement. J'espère que j'ai bien compris ce que tu as dit. Tu as parlé de faire grandir le marché et cela implique des investissements pour produire des transformations, non, de la chaîne de valeur. Oui, nous avons besoin d'investissements du secteur public. Sur les marchés, on peut trouver de la farine, de patates douces, mais il faut qu'il y ait des recettes, une véritable promotion. Très bien. OK, entendu. Merci beaucoup, Lauren. Encore une histoire extraordinaire. Donc, Madame Vivienne Anthony, qui est la directrice du programme de Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture. Merci d'être là. Ton sujet, là, tu vas aborder les opportunités qu'offre le programme de reproduction. Tu pourrais nous en parler davantage ou parle-nous notamment sur le profilage des produits. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est intéressant pour la conception des produits, en fait? Est-ce que ça peut servir aux besoins des usagers, des consommateurs?
Ah, tu es sourdine? Merci beaucoup, Marco. C'est un plaisir pour moi de faire partie de cette conversation. Je peux diviser ça en deux parties parce qu'elles vont toutes les deux ensemble. Un aspect dont je voudrais parler, ce que c'est le programme de reproduction. On a reçu des informations, on a des données qui montrent que 55% des variétés en Afrique allaient être adoptées. Et à l'époque, tout le monde disait que cela était parce que, à cause, grâce au système de semences, mais c'est un défi, ça, en Afrique, non? Défier ça. Il faut penser à quelles sont les principales raisons pour lesquelles les productions échouent, pourquoi les gens n'acceptent pas de nouvelles variétés. Et si on analyse tout ça, il y a plusieurs raisons. Mais si on regarde chaque partie des achats des consommateurs, c'est parce que, surtout parce qu'on produit quelque chose que les gens ne veulent pas. Et ça peut avoir l'air assez évident, mais ce n'est pas ce qu'on fait tous les jours, en fait. Si on ne se dit pas, OK, voilà ce que deux personnes veulent, alors comment on y arrive? Si moi, j'utilise ce profilement du produit, tous les gens, vous utilisez des études de marché, non? Mais le profil, en fait, le profilage, c'est la définition de ce que vous créez ou pourquoi vous créez cette innovation. Et puis, vous décrivez au niveau technique exactement quelles sont les spécificités de ce que vous voulez atteindre. Et là, vous pouvez savoir où vous voulez aller. Il faut d'abord décider ce qu'on va concevoir. Il y a plusieurs produits autour du monde qui ont été conçus, mais il faut savoir, OK, comment on va concevoir ces produits-là? Et vraiment, quand on a cherché, on n'a rien trouvé autre dans le secteur public, privé, pardon. Donc, il faut savoir, il faut comprendre la demande. Il faut savoir ce que les gens veulent. Il faut savoir décrire aussi ce que les gens veulent dans le profilage. Et tu trouves que le secteur privé est plus en harmonie, non, avec ces demandes-là, avec le profilage des produits, comment analyser la demande? Ou nous devons travailler ensemble dans ce cas-là. C'est un des messages, non? Je ne veux pas monopoliser cela, mais salut Viviane, merci beaucoup d'être là. C'est très intéressant de penser à la demande en termes de production, non? Demand-led breeding, le programme. Merci beaucoup. Tu as parlé des études de marché, comment et comprendre les préférences des consommateurs, mais comment dans dans les marchés futurs, on peut incorporer l'analyse des prévisions, en fait, comment soutenir la recherche et le développement dans ce domaine-là? Comment le faire? OK, je vais tenir ça parce que je suis très contente que tu me poses cette question parce que normalement, ce qui arrive, c'est que, OK, je sais ce que c'est que le profilage de produits. Et maintenant, je fais mon étude de marché. Je pose la question à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis voilà, j'ai mes informations. Le pas à suivre, le prochain pas, c'est tu vas te tromper. Surtout si tu regardes les données, si tu fais une étude de marché, si on pose des questions, on reçoit une réponse qui reste dans nos têtes. Si tu as de la chance, dans 3 jours, tu as cette réponse, mais tu ne vas pas penser à quelque chose qui peut avoir un impact d'ici 5 ans. Donc, tu te dis en quelque sorte, bon, quelle est la réponse à cette question? Je crois que Brown en a parlé tout à l'heure. Les prévisions, en fait, qu'est-ce que c'est que de prévoir? Quels sont les facteurs qui vont changer le futur? La seule chose qui est sûre, c'est que ça ne va pas être comme le présent. Ça va être différent. Il y a des choses qu'on peut prévoir. La croissance démographique, c'est quelque chose qu'on peut prévoir, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas prévoir. Les technologies, les chemins qui vont être pris. Donc, il s'agit d'une combinaison. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à travailler, la première fois que j'ai travaillé, nous avions une réunion sur le ciblage dans la recherche. OK, on va travailler sur quoi? On ramène l'équipe commerciale, les gens qui travaillent dans le marketing, on ne va pas leur donner les réponses, on leur demandait qu'est-ce qu'on doit faire. Et eux, ils nous regardaient, ils disaient, bon,
vous pouvez nous dire ce que vous pouvez produire avec ces technologies et on va vous dire ce qu'on est capable de faire. Alors, ces chercheurs doivent travailler ensemble pour atteindre des gens qui travaillent dans plusieurs domaines, qui ont des avis différents, pour travailler autour des changements potentiels, en fait. On ne s'attend pas que quelqu'un d'autre le fasse. C'est nous qui devons le faire. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup, Vivienne. Donc, voilà la responsabilité d'y réfléchir, non? De réfléchir à ces facteurs-là en tant que chercheur. On a vraiment des équipes transversales. Il faut savoir comment ces équipes-là peuvent travailler ensemble d'une façon efficace. Comment structurer ce travail-là. Merci beaucoup pour ces commentaires. Mais Marianne Sadok, donc des affaires publiques, merci beaucoup d'être avec nous, de travailler aux affaires publiques de l'Est-Ouest. Et c'est un programme qui a aidé énormément de monde. Quel est un changement significatif du East-West Seat programme pour les femmes dans les pays où vous travaillez? Merci, Hailey. Tout d'abord, je voudrais dire quelque chose sur les East-West Seat. Merci pour cette opportunité. Nous introduisons en fait un programme de reproduction basé sur le marché avec des légumes qui étaient populaires en fait. On sait, avant, aux Philippines, il y avait 5 graines seulement, ou 5 variétés notamment, qu'on trouvait en Amérique du Nord, de l'Amérique du Nord et au Japon. Alors, c'est un travail qu'on a fait avec des instituts de recherche et développement. On a travaillé donc avec les courgettes et d'autres variétés, d'autres légumes qui étaient assez acceptés par les populations. Nous nous sommes rendus compte que donner ou fournir des semences de qualité n'était pas assez pour améliorer les revenus des exploitants, des agriculteurs. On a dû mettre en œuvre de meilleures pratiques pour améliorer les différentes variétés, pour avoir plus de variétés. Nous avons mené donc des activités très concentrées, comme par exemple des écoles agricoles, des démonstrations agricoles aussi. Alors, il y a une équipe de partage de connaissances, en fait. Nous travaillons avec des organisations partenaires. Donc, les changements positifs, c'est la production de légumes. Ça, c'est une opportunité commerciale assez intéressante. Nous travaillons avec des petits exploitants de l'Afrique et de l'Asie d'ailleurs aussi. Et cela crée des opportunités pour la diversification de cultures parce que plusieurs de ces pays-là, en fait, ont des cultures comme le riz, le maïs. Donc, il faut capitaliser en fait cette croissance, les différentes cultures. Des cultures qui ne posent aucun risque dans des pays à revenus bas, à faible revenu. Merci beaucoup. Très brièvement, le problème, c'est le temps, Marianne. Je ne peux pas m'empêcher de dire, je n'oublierai jamais notre ami Simon accepté de parler en 2019 lors d'un séminaire et il a parlé des agriculteurs. Il a dit que le pire ennemi, c'était les graines de mauvaise qualité. Et on a des innovations pionnières en la matière, mais nous devons soutenir aussi les agriculteurs, leur donner un accès au marché, aux informations, à l'atténuation des risques. Et cela exige très souvent dans les pays les plus pauvres, de petits villages. On pourrait dire quelque chose. Tu pourrais dire quelque chose sur ça? Oui, merci beaucoup.
Oui, la plupart de nos projets de transfert de connaissances ont lieu justement dans ces endroits-là avec des organisations pour encourager les investissements aussi, la mise à l'échelle, aussi des synergies. Il faut avoir des synergies avec ces organisations-là pour ramener sur le terrain d'autres expériences. On aborde aussi les microfinances. Et aussi, on travaille avec les petits acheteurs aussi. Alors, les partenariats sont extrêmement importants dans la production, dans la reproduction aussi. Trouver les bons partenaires pour créer des histoires de réussite ou d'échecs, malheureusement. Oui, c'est très important, en effet. Ça sera le sujet d'une autre conférence. Merci beaucoup, Marianne. Alors, on peut commencer avec le prochain intervenant, Jonas Chanu, de la Banque africaine de développement. Oui, tu es l'économiste. Oh, juste une minute. Juste une minute, je reviens vite, vite, vite. OK, merci, bonjour, merci aux intervenants. Je voudrais inciter tout le monde à continuer à envoyer leurs messages. Si vous avez des questions aussi, envoyez-les. Nous voulons donner au public une opportunité de pouvoir y répondre. Très rapidement, il y a une question là. Quelle est l'information la plus importante que vous ramènerez avec vous? Ou celle que ou qu'est-ce que vous n'avez pas encore entendu ici? Allez-y, vous pouvez publier votre réponse. Quelle est la perception, la notion la plus importante en fait que vous allez ramener avec vous? Alors, vous pouvez continuer à publier vos messages. Alors, donc, publiez vos réponses, s'il vous plaît, sur la mise à l'échelle, le consommateur, etc. Qu'est-ce qu'on voit là? Donc, consommateur, valeur ajoutée. Continuez à poster. Marché. Ah, la semence, vous êtes obsédé par la semence. Intéressant. Marco, Hailey, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran qui attire votre attention tout particulièrement? Toutes ces informations, toutes ces questions, commentaires. Alors, moi, je vois à peu près ce que tu as résumé là. Ah, je pensais que peut-être tu avais vu quelque chose différent. Ah, il est difficile de lire le chat. Oui, je crois qu'on ne prête pas trop attention à ça, non? La façon dont on fait les choses, comment on structure ces choses-là. J'adore voir que les gens sont en train de publier là-dessus. Voilà. OK. Alors, Marco. Et maintenant, on a Jonas. Merci beaucoup, Peter. Et je suis désolée pour tout à l'heure. Alors, je vois ma co-modératrice, Heidi. Ah, désolé, moi aussi, je me suis trompée. Jonas, tu es là, tu es l'économiste agricole en chef, non, et coordinateur de technologie pour la transformation agricole africaine. Tu représentes une organisation qui est un investisseur. Ça veut dire que ton organisation cherche un bénéfice significatif, non, pour ces investissements-là. La mise à l'échelle n'est pas nécessaire sans prendre en compte ces critères environnementaux, par exemple. Quelle est la mentalité ou quel genre d'innovation dans ce qui concerne le modèle économique l'Afrique cherche de la part de ses partenaires? Et est-ce que tu pourrais répondre à la question de comment vous travaillez avec vos partenaires, avec les pays en développement pour assurer justement qu'il y aura un retour sur l'investissement? Merci beaucoup, Marco. Merci à vous tous de m'avoir invité. J'imagine. Alors, le problème, c'est South SC qui soutient les femmes tout au long de l'Afrique. Alors, on travaille autour du développement des capacités. Et la banque
africaine de développement met en œuvre en fait des programmes dans différents pays. Et en même temps, il y a un autre programme qui s'appelle Fast Track pour produire du contenu en fait. Alors, dans la Banque africaine de développement, l'innovation que nous menons, c'est vraiment une tentative en fait de travailler autour des principes qui nous guident. Nous avons 5 principes: la technologie, les technologies correctes qui soient disponibles et accessibles facilement. Ça, c'est très important. Puis, il faut qu'on puisse les mettre à l'échelle. Les déploiements de ces technologies, c'est la seule façon pour pouvoir changer en fait ce problème de malnutrition qu'on a en Afrique. Non? Et on a des programmes pilotes aussi qu'on peut mettre à l'échelle parce que ces programmes-là vont produire un changement. Et un autre facteur ou principe important, c'est les partenariats, le modèle de partenariat de collaboration. Parce que, par exemple, nous essayons d'attendre 100 nouveaux membres avec des technologies qui vont apporter de la technologie, des machines. Et un autre principe très important, c'est la politique, les réglementations autour de la politique pour l'environnement. Dans tout ce qui est le marketing des semences, la reproduction, la disponibilité sur le marché de tous ces éléments-là. Alors, on doit garder en tête ces principes-là et savoir quelle est l'approche des parties prenantes autour de l'innovation. Il faut que tous ces gens qui travaillent autour de la technologie travaillent ensemble, structurent ensemble. Tous ceux qui sont supposés faire quelque chose qui va contribuer à notre objectif doivent travailler ensemble. Et ça, c'est l'approche qu'on a utilisée pour travailler sur ce système de semences innovateur. Ça, c'est important pour la durabilité de ces innovations aussi. Et je voudrais vous donner un exemple de ça. Alors, ce qu'on a fait avec le système d'innovation des semences, on a des plateformes d'innovation où on voit cette approche-là. Au Soudan, en Éthiopie. Au Soudan, par exemple, la demande pour la consommation en fait de maïs est énorme. Mais avant ça, seulement un très petit pourcentage en fait de maïs pouvait être cultivé il y a quelques années. Mais avec un processus amélioré, après plusieurs années, on a actuellement beaucoup de variétés de blé, de maïs, pardon. On peut produire le maïs au niveau national, plus de 3,3 millions de cultures par an. Donc, pour combler les besoins de la population. Donc, quand vous avez les technologies, les systèmes de semences, par exemple, vous avez la bonne approche, vous avez la plateforme, vous faites que tout le monde contribue, travaille ensemble, qu'en prenant compte de tous ces facteurs-là, là, les choses peuvent fonctionner. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a trop, quand il y a trop Quand il y a trop de pilotes, on va dire, c'est pas terrible parce qu'il y a trop de petits projets qui vont répéter les mêmes choses, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a des histoires et les gens peuvent croire que ces histoires-là, que grâce à ces histoires-là, on a pu résoudre un problème. Et en fait, non, parce qu'on est en train de répéter des expériences qui ne sont pas des expériences réussites. Donc, ces histoires de réussite sont basées pas sur ces expériences-là, non? Et Hailey, je crois que tu as une question. Oui, merci Joras.
Alors, quelqu'un a dit quelque chose sur le chat, non? A parlé des échecs, de la prise en compte des échecs. Est-ce qu'on peut être davantage transparent par rapport aux échecs, non? Pour pas les répéter, en fait, pour pas répéter ces échecs. Merci beaucoup d'avoir partagé ta présentation avec nous, Jonas. Comment est-ce que ces engagements luttent contre ou aident les gens qui sont un peu négligés ou marginalisés? Alors, la banque est très passionnée, non, par rapport au fait de pouvoir impliquer tous les gens. Et vous pouvez voir qu'une des façons dont on fait ça, c'est qu'on garantit en fait qu'on prend en compte les facteurs d'inclusion. Dans les processus de la banque, nous garantissons que une fois qu'on reçoit la note conceptuelle, on voit qu'il y a que la question du genre a été prise en compte. L'implication des jeunes aussi, par exemple. Et on se pose la question, OK, à quel point tu as pris en compte ces facteurs-là? Les considérations environnementales, les besoins environnementaux. Alors, quel est l'objectif du projet? Alors, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va être déplacé suite au programme, par exemple? Tout ça, c'est très important pour la banque parce que nous avons des gens qui seront sur place pour vérifier tout ça, notamment dans les programmes importants. S'il y a des gens dont les terres vont être affectées, il faut le savoir. C'est comme ça que la banque répond à la question de ceux qui sont négligés ou laissés de côté, à ces populations-là. Merci beaucoup. Merci, Jonas. Là, tu parles de la reddition des comptes, en fait, je crois. Et ça, c'est très important, non? C'est de vérifier tout ça pour pouvoir adapter les programmes et ainsi de suite. Super. Malheureusement, on va devoir continuer parce qu'on n'a jamais suffisamment de temps. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Peter, pour vos questions et réponses. Merci beaucoup, Hailey, Marco, et tous les intervenants. Vos présentations ont été très intéressantes. On va essayer de rassembler un peu vos présentations. Alors, on va voir un petit dialogue après. Donc, la première question. On vient d'écouter la présentation de Jonas de la Banque africaine de développement. Alors, qu'est-ce que les investisseurs dans la recherche doivent faire pour inspirer les révolutions d'innovation? Alors, vous, que vous soyez une ONG, une organisation, etc., vous pouvez y répondre. Prenez 10, 20 secondes, commencez à taper, mais n'envoyez, j'espère que James a vu mon message, n'envoyez pas encore vos réponses. Alors, là, c'est bon, allez-y. Vous pouvez envoyer vos réponses. Alors, ces messages-là, si vous êtes une organisation, une ONG, c'est une réponse, c'est une question pour vous. Alors, voyons. Marco, tu étais un investisseur avant. Est-ce que tu vois quelque chose qui attire ton attention? Tu peux parler librement ici. Qu'est-ce qui poserait un défi, un challenge en tant qu'investisseur? Il y a aussi la discussion autour de l'échec. Oui, depuis une approche, un point de vue d'investisseur, on veut un modèle commercial clair, on veut savoir où on met notre argent. Il faut savoir très clairement quels sont les objectifs du programme, du projet. Parfois, on ne voit pas forcément dans le secteur public, bon, dans le secteur public ou privé d'ailleurs, mais voilà les points qu'on voudrait connaître très clairement. Non? Quelle est la théorie des changements aussi? Quel est le schéma à suivre, non? Par rapport aux activités, au plan de travail, aux résultats à chercher?
au résultat escompté. Il faut que tout ça soit clair. Merci, Peter. Alors, alors ne pas mettre trop de technologie. Il faut que ça reste simple quand même. Oui, il faut que les structures soient utilisées pour atteindre un impact réel. Il y a beaucoup de changements à tous les niveaux, en fait. Et c'est quelque chose qui apparaît dans le chat aussi et dont Marco a parlé. Oui, je vois qu'il y a encore plus de messages. On va continuer. Alors, on va faire une sorte de sondage. Alors, voilà, nous avons parlé de plusieurs choses. Et vous avez une option. C'est quel est, quel est le facteur dont on a le plus besoin pour atteindre une révolution d'innovation dans la recherche agricole? Alors, échouer à un stade tôt, quand on commence, et souvent, apprécier la diversité, donner la priorité à l'innovation, travailler avec des partenaires, faire de la place et céder le pouvoir, avoir différentes mentalités autres. Vous pouvez écrire votre propre réponse. Donc, le sondage est déjà ouvert à vos réponses. Et j'attends qu'un des organisateurs me dise quand on aura atteint les 100 votes, peut-être les 100 réponses. Si vous êtes en train encore de mettre votre voix, s'il y a quelque chose qui n'est pas sur la liste, allez sur le chat et vous pouvez écrire votre réponse. Alors, j'aimerais voir 230 voix, en fait. Je n'ai pas accès au système de votation. Là, je peux voir. Alors, combien de voix on en a? Combien de réponses? Oui, c'est le résultat. En fait, donner la priorité à l'innovation, 40%. Et combien de gens ont voté? 5 personnes? Merci beaucoup. Nous avons 168 personnes, nous, déjà. Ah, parfait. Des remarques? OK. Diapo suivante. On va essayer donc de conclure. On vient de voir les résultats du sondage et ayant eu les dialogues avec Halle, Peter, Marco, nous avons quelques minutes pour partager quelques remarques pour ces dernières minutes. Hugo, est-ce que tu peux commencer? Quel message de conclusion tu voudrais partager? J'en ai quelques-uns. En ce qui concerne la participation des gens. Alors, j'ai 3 messages principaux. Il faut que le bénéficiaire soit au cœur de tout ce qu'on fait. Et à partir de là, on revient sur la technologie. Puis, penser à un modèle commercial efficace pour apprendre vite. Et finalement, je voudrais, si on veut atteindre les ODD, en 2030, nous avons moins de 9 cultures dans la plupart des pays. Alors, notre génération est celle qui peut atteindre ces objectifs-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Hailey, remarque, merci Peter. Alors, les chats vraiment ont déclenché beaucoup de questions intéressantes. Alors, je voudrais que vous pensiez sur est-ce que le consommateur ou usager final veut dire? Non, est-ce que la variété ou les variétés à réfléchir aux variétés aussi par rapport aux bénéficiaires finaux et demander à ces utilisateurs ou consommateurs finaux quels sont les changements qu'ils voudraient voir. Hein? Les faire participer en fait à ce dialogue-là. Et puis pour conclure, quand on parle d'égalité de sexe ou de structure de pouvoir, les gens sont mal à l'aise. Et je me dis, OK, c'est normal qu'on soit mal à l'aise parce que c'est
le fait de vouloir changer le système est quelque chose qui met mal à l'aise les gens. Mais si on va favoriser les gens, les hommes, notamment les agriculteurs, les chercheurs, etc., et pas les femmes, on n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas sur la bonne route. Alors, il faut être ouvert, avoir des dialogues qui nous mettent mal à l'aise pour aborder la question des relations du pouvoir dans l'innovation. Ça, c'est très important pour pouvoir avancer et avoir un véritable impact. Donc, je voudrais que vous tous, vous allez partir en vous posant la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre ces changements-là? Être vraiment un participant, avoir une action vraiment pour atteindre ces objectifs-là, pour avoir un effet transformateur sur l'usager ou consommateur final. Merci beaucoup, Ali. Je crois que ce séminaire montre très bien les changements importants qui ont lieu actuellement au cœur du GCRI. Je pense qu'on travaille vers, là on est sur le chemin d'une compréhension vraiment des objectifs. Et cela montre aussi, par exemple, le nom de notre stratégie de recherche pour 2030. Non? Au début, c'était Source Strategy et puis c'est Resource Innovation Strategy actuellement. Donc, ça montre aussi non, cet état d'esprit, ces changements dont j'ai parlé au cœur de nos organisations. Il faut comprendre qu'il faut qu'on s'organise pour vraiment aboutir à des changements importants au XXIe siècle. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il y a un débat actuellement au sein du Conseil aussi autour de quelles sont les transformations du marché basées sur l'innovation. Nous allons aussi soutenir des actions au sein de la GCRI pour répondre aux actions en fait essentielles pour mener à bien ces innovations. Il faut soutenir aussi l'innovation sur les marchés existants pour justement ces processus qu'on cherche à améliorer. L'amélioration des transformations aussi, c'est une innovation par rapport aux besoins qui ont été identifiés. On ne faisait pas ces différences-là au début dans d'autres séminaires, mais je crois que là, en l'occurrence, ça a été explicite. Non, cette innovation transformative, c'est quelque chose dont on a besoin. Les impacts, les conséquences de tout ça, non, au sein de nos propres organisations, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer actuellement. Il faut peaufiner nos idées là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Alors, je voudrais vous rappeler qu'on va donc enregistrer toutes vos questions sur le chat. S'il y a des questions sans réponse, ne vous inquiétez pas. On est sur le point de finir cette séance. Marc et Hugo étaient en train de faire la promotion de son livre. Si vous voulez avoir accès à acquérir son livre, je vais vous envoyer le lien. Barbara Wells, quelques minutes pour tes commentaires finaux. Alors, pendant que Barbara parle, vous pourriez écrire quelles sont les actions que vous voudriez voir à partir de ce webinaire. Alors, je cède la parole à Barbara Wells. Elle est la directrice générale du Centre international de la pomme de terre. Elle est la directrice globale de l'innovation génétique aussi. Alors, Barbara, je te cède la parole. Merci beaucoup, Peter. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants qui ont eu des dialogues fascinants, en fait, autour du rôle de l'innovation dans l'agriculture. C'est un honneur pour moi d'avoir des grands penseurs qui représentent des organisations éminentes. Hugo et moi-même, nous avons commencé à
vraiment pour nous deux, c'est un honneur de participer à ce webinaire, de voir toutes ces innovations magnifiques, ce travail ensemble conjoint, avoir des dialogues tellement stimulants. Nous travaillons avec CEMIT, East West Seed, le Centre international de la pomme de terre, qui ont été des gagnants en fait du prix mondial de l'alimentation l'année dernière, hein. Et c'est un honneur pour nous d'avoir des représentants aussi de différentes fondations, de la Cornell University. Aujourd'hui, on a entendu que l'innovation est considérée comme acquis souvent, et ça, c'est part du processus de recherche et développement. Mais les technologies qui demeurent dans les placards, ce ne sont pas des innovations. Nous avons entendu plusieurs fois que l'innovation exige une approche et une mesure, en fait, sur la base de comment elle bénéficie les gens qu'on est censé servir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit basée sur la demande? Il faut savoir ce dont les communautés ont besoin. Il faut vraiment améliorer la vie de petits exploitants, des populations vulnérables. Je voulais mettre l'accent aussi là, sur le rôle de l'environnement, mais pas que, mais aussi sur les environnements vulnérables. Alors, c'est un point qui semble faussement simple, mais c'est la raison pour laquelle on est réunis ici aujourd'hui. Quand on change la mentalité de recherche pour se centrer sur les bénéficiaires, nous pouvons avoir en fait un changement révolutionnaire dans l'agriculture dans le monde. Les moments de ce webinaire, l'organisation à ce moment-là, à cette date-là, est vraiment parfaite pour la transition du One CGIAR pour soutenir les efforts globaux en fait et reconstruire cette valeur et fournir cette valeur par le R4G. Nous avons entendu plusieurs exemples des parties prenantes, non seulement en ce qui concerne les cultures, mais aussi le bétail, etc. On a parlé des nutriments, des vitamines. Et ce travail nous a permis de comprendre les besoins des agriculteurs, notamment les agriculteurs femmes et les consommatrices aussi. Mais quand on produit en fait des variétés dures intelligentes au niveau climatique et de grandes performances, parfois ça s'est passé. Parce que parfois cela, pour être adopté, cela prend beaucoup de temps et parfois elles échouent. Comme Hugo l'a dit, échouer d'une façon intelligente peut nous aider beaucoup pour la mise en place des processus. Nous avons aussi entendu parler du fait de bien choisir ses partenaires dans le processus d'innovation. Je voudrais rajouter qu'il ne s'agit pas seulement de choisir les bons partenaires, mais au bon moment. Et je ne veux pas dire que c'est nous qui devons choisir, mais c'est nos consommateurs qui doivent choisir, qui doivent décider de quels partenaires ils ont besoin. Donc, depuis le début du processus jusqu'à la remise des produits. Quelques-uns des intervenants ont parlé sur le programme de la patate douce HR Orange. Quand ce produit était développé, on a impliqué les agriculteurs, mais pas que, mais aussi le personnel sanitaire, les communautés, les leaders de communautés aussi, les partenaires de la recherche nationale aussi, pour s'assurer que ces produits-là allaient se retrouver sur les tables des communautés, des foyers locaux, et qu'on était en train vraiment d'aider le développement. Le secteur privé aussi, mais la contribution du secteur privé, pas seulement pour offrir des possibilités commerciales, mais aussi pour vraiment faire un travail avec les communautés et aider l'environnement. Alors, nous avons vu les exemples du programme alimentaire mondial. Nous avons partagé l'histoire du Kenya où nous avons généré 120 millions de dollars en patates douces et 25 millions en vente, en fait, aux vendeurs, aux vendeurs, tous les paquets. En fait, on a pu
fournir tous les paquets, tout un paquet de produits nutritifs. Donc, grâce à toutes ces innovations, on a pu répondre aux besoins des consommateurs. On a pu inclure des cultures biofortifiées, ces patates douces. Il faut se centrer sur justement les changements, les innovations pour répondre aux besoins des parties prenantes. Alors, l'innovation doit être au cœur de notre action, de l'action de One CGIAR. Et comme ça a été dit, le directeur global de l'innovation génétique en a parlé. Le sujet d'aujourd'hui nous fait réfléchir énormément autour de l'innovation et du consommateur et des besoins en termes de produits de la part du consommateur final. On travaille aussi autour de la chaîne de valeur. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement à Hailey, Marianne, Vivienne, Jonas, Marco, Bram, Hugo, et Graham, Peter aussi. Je crois que ça a été vraiment un séminaire très réussi. C'était un véritable plaisir qu'on me demande d'être là. Comme ça a été dit à plusieurs reprises, il y a énormément de sujets qu'on va aborder lors d'autres webinaires. Et à la fin, il faut tenir nos promesses. Il faut avoir un impact pour pouvoir créer des communautés urbaines ou améliorer plutôt la vie de ces communautés-là. Merci. Merci, Barbara. Merci de rester avec nous, d'être resté avec nous. Merci aux organisateurs, merci aux gens qui travaillent dans l'organisation. Donc, vous, les organisateurs, vont prendre contact avec vous. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Vos participations dans les chats ont été extraordinaires. Alors, on va mettre un peu de musique ou comment ça va se passer? Merci beaucoup.